Alors, aujourd'hui, je suis ici en tant que présidente du syndicat des professeurs de la TELUC. Alors, parce que, elle vient de présenter le fait que je mette comme dans mes perspectives théoriques, c'est beaucoup l'approche féministe que j'utilise. Et nous, à l'époque, moi, je suis présidente du syndicat depuis déjà 2019. Et on vivait beaucoup de griefs qui étaient liés à des problématiques EDI. Et là, ça commençait à vraiment nous titiller. Et là, aussi la direction de la TELUC commençait à se dire, il y a quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose, ça n'a plus de bon sens. Et là, nous, de notre côté, on n'a pas tardé pendant que la direction de la TELUC faisait ces choses, dont préparer l'embauche d'une personne vraiment dédiée à l'EDI. Nous, on a décidé de créer un comité EDI syndical là, lors de notre assemblée générale là, qui s'est tenue là, le 29 avril 2019. Et à la base, ce comité-là, c'est un petit comité là, qui avait pour mandat de regarder les biais de genre dans la convention collective et de fournir des recommandations là, au comité exécutif. Donc, mais depuis ce temps-là, avec l'arrivée, entre autres, de Martin, le mandat du comité syndical, du comité EDI syndical s'est transformé. Et aujourd'hui, on l'a apporté, ça a été quand même assez rapide parce qu'entre avril et mai, finalement, on a déjà continué à travailler pour modifier le mandat et on a adopté le mandat suivant, qui est de sensibiliser les membres du SPPTU aux biais de genre, de race et aux marques d'inégalité, ainsi que promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion au sein du SPPTU, mais aussi de l'Université TELUC. Donc là, le comité syndical, lui, avait comme mandat d'organiser des conférences midi en lien avec les conditions féminines et les questions d'équité, de diversité et d'inclusion, d'analyser les différents dossiers, documents ou études traitant des problèmes liés aux conditions féminines et plus généralement à l'EDI. Vous voyez qu'on fait jamais, on tient encore en compte l'aspect, le fait d'être une femme aussi comme professeur. On avait aussi l'idée de faire des recommandations là, et les soumettre aux différentes instances et d'encourager et favoriser la participation des femmes et des collègues issus des minorités ethnoculturelles à la vie syndicale, tant au niveau du syndicat, de l'exécutif syndical comme tel, qu'à nos différents sous-comités syndicaux. Donc, il y avait dans ce mandat-là de véhiculer l'opinion des femmes et des collègues issus des minorités ethnoculturelles sur tout sujet pertinent, tant au niveau des comités de l'Assemblée syndicale que dans chacune de nos instances, parce qu'on se rendait compte finalement que nos représentants des communautés ethnoculturelles n'osaient pas trop parler. Donc là, on voulait plus avoir un espace où ils se sentaient plus à l'aise d'échanger. D'ailleurs, on entend beaucoup d'impliquer là, des gens qui représentent beaucoup plus la diversité dans les plus hautes instances du syndicat. On avait de sensibiliser les membres ainsi que les diverses instances de notre syndicat aux dossiers particuliers j'étudie ça. Oui, c'est ça. De sensibiliser les membres, de faire des recommandations à l'exécutif et à l'Assemblée syndicale et d'assumer tout autre mandat confié par l'exécutif, le comité exécutif et l'Assemblée syndicale, et finalement produire annuellement un rapport là, à remettre à l'Assemblée syndicale. Excusez-moi, j'attends. OK. Donc, l'implication des membres. Je pourrais dire que c'est le comité le plus populaire dans tous les comités syndicaux. Donc, c'est vraiment encourageant. On est vraiment contents. À la base, on avait 4 membres. Aujourd'hui, le comité est constitué de 6 femmes et un homme, mais je crois qu'il y a même une personne qui s'est ajoutée dernièrement. Je crois qu'on est rendu 7 parce que là, on a décidé de l'ouvrir pour accueillir le plus de gens possible. Et les gens intéressés aux questions EDI, parce qu'on se dit, plus on est de gens, plus on risque d'influencer. Là, on se disait, il n'y a pas de limite à avoir là, pour ce type de comité-là. Donc, il y a certains membres aussi qui s'ajoutent à l'occasion. Exemple, il y a des collaborations qui se font entre le comité EDI et le comité de relations de travail. Ils peuvent produire finalement des données, produire des données ensemble dans le but d'améliorer la convention collective. Donc, la personne qui s'occupe de faire les liens entre le comité EDI syndical et le comité exécutif du syndicat, c'est la vice-présidence aux affaires syndicales qui fait le lien, là, finalement, entre les deux comités. Et cette dame-là est aussi représentante d'une communauté ethnoculturelle. Donc, le travail qu'on a fait avec les années nous a permis de produire des recommandations pour le plan stratégique 2021-2024 de la TELUC. Là, je ne vous passerai pas à travers
les 18 recommandations parce qu'on va dépasser le temps. Puis je veux laisser de la place à mon collègue Martin qui représente la direction. Donc, mais je veux peut-être vous dire les 3 recommandations qui peuvent être assez importantes, puis Martin va élaborer par la suite. C'est de prévoir des mécanismes ou des mesures permettant d'inclure les principes EDI dans la gestion des ressources humaines et former les ressources humaines afin qu'elles puissent être conscientes des biais systémiques et respecter finalement les principes promus par l'EDI, de revoir les politiques de gestion des ressources humaines de l'université et la convention collective, de sorte à s'assurer qu'un processus de dotation ou d'évaluation de rendement respecte les principes EDI parce qu'on se rendait compte que où on avait beaucoup de difficultés, où on avait des griefs aussi individuels, c'était beaucoup lorsqu'on avait l'embauche et l'évaluation. C'est là qu'on voyait la discrimination vraiment ressortir. Et finalement, on a aussi inclure, bon, ça c'est un autre aspect, mais sur lequel on travaille beaucoup avec la direction, c'est inclure la diversité dans les images, les messages institutionnels, par exemple dans les images utilisées sur le site web de la TELUC, les vidéos promotionnelles de la TELUC, etc. Donc, il y a on travaille sur l'ensemble de ces 18 recommandations-là parce que les recommandations du comité EDI syndical ont été jugées pertinentes par la direction et la direction en a fait un des plans d'action pour le plan stratégique. Donc, la direction est vraiment sensibilisée à cet aspect-là. Donc, je passe les recommandations. Alors, je laisse la parole à mon collègue qui va présenter le comité institutionnel qui est... Tu vois, en tout cas, je te laisse le présenter. Merci, Anne-Renée. Je dirais que le comité EDI-Prof m'invite à chaque rencontre, ce qui fait que ça crée un lien entre leurs questionnements, leurs interrogations, leurs projets et si on considère que je représente la direction aussi. Puis la TELUC, on n'est pas une grosse université, il y a 700 employés au maximum quand on regarde le nombre de talons de paye, 2 semaines. On n'a pas beaucoup de ressources. Moi, je suis conseiller EDI, mais je ne suis pas nécessairement toujours à temps plein. Comment on fait pour faire vivre ça? C'est un peu de ça dont je voulais vous parler. Dans le plan stratégique de l'université 2021-2024, il y a le fait que l'université s'engage à devenir un exemple en matière d'équité, diversité, inclusion, dans la limite de ses moyens. Il y a des universités qui ont plusieurs conseillers, puis une structure, tout ça. Donc, un peu avant que j'arrive, moi je suis arrivé en 2021, il y a eu formation d'un comité institutionnel. Là, ce qu'on voit, c'est que dès le début janvier, il y a eu des premières rencontres. C'est un comité qui représente, je dirais pas l'ensemble des corps de métier d'emploi, mais beaucoup de monde, c'est-à-dire des gens aux ressources académiques. Dans mon jargon, j'appelle ça les ressources humaines des profs, mais je sais que c'est plus complexe que ça, là, ce que les ressources académiques font. Là. Il y a l'embauche de tuteurs, puis de chargés d'encadrement, tout ça. Il y a un membre du service des ressources humaines qui s'occupe du programme d'accès à l'égalité en emploi. C'est pas tout sur mes épaules, donc c'est pour ça qu'il faut inclure des gens qui sont dans les processus d'embauche des autres corps d'emploi, hormis les profs et les tuteurs. Un membre du comité EDI du SPPTU, comme Anne-Renée l'a mentionné, une membre du corps professoral issu de la diversité. C'est chapeauté, c'est important, ça prend l'appui de la haute direction, c'est chapeauté par le directeur de l'enseignement et de la recherche, ce comité-là. Donc, c'est moi qui le coordonne. Merci beaucoup. Excuse-moi, ça l'allait. Ah, parfait, oui, c'est ça. Parfait. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2-3 ans, depuis 3 ans, là, pour faire vivre l'EDI, parce qu'on partait de nulle part. On partait des recommandations du comité syndical EDI. Donc, il y a eu l'ouverture, comme c'est mentionné ici, d'un dialogue avec la direction générale sur les enjeux EDI. Il y a des rencontres régulières où je suis invité et où je prends bonne note de tout ce qui est mentionné comme suggestions, pistes d'amélioration, recommandations, tout ça. Il y a un pont de communication, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui font partie du comité EDI institutionnel et c'est fondamental parce que l'EDI au Canada, par le programme, vous connaissez peut-être ça, le programme canadien des chaires de recherche, demande aux universités, en échange de financement, d'implanter des pratiques EDI. Donc, je dirais, pour réussir l'EDI dans une université, il faut avoir les profs de son bord, en bon québécois. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Ça nous fait plaisir, c'est stratégique aussi. Donc, on a fait plein de choses. Qu'est-ce qu'on a fait, là? On ne dira pas tout ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi, depuis mon embauche, mais Anne-Renée en parlait tantôt. On sensibilise les profs et l'ensemble du personnel. On a fait des conférences sur les biens conscients. C'est le B.A.B.A., mais pour bien des gens, les biens conscients, c'est une espèce de bébite. C'est un drôle de concept. On a fait ça.
On a fait des formations aussi. On forme les comités d'évaluation, les comités de sélection sur les biens conscients, les conflits d'intérêts potentiels, quoi faire pour les éviter, sur l'excellence en recherche, pour montrer que l'excellence en recherche, c'est pas juste une question de demande de subvention et d'articles publiés, il y a d'autres perspectives, souvent, par exemple, les perspectives autochtones, tout ça, on essaie de montrer aux profs que, parce que ce sont eux qui font partie du comité d'évaluation, on essaie de leur montrer qu'il y a autre chose que ce qu'on pense comme excellence traditionnelle, puis qu'il faut réfléchir à tout ça. Pour les comités d'évaluation aussi, moi, je les forme sur les mêmes choses, les biens conscients, les conflits d'intérêts. Ce sont des petits milieux, les universités, tout le monde se connaît, puis tout le monde est de bonne foi, mais parfois, il faut s'assurer que tous les candidats sont évalués lors de la sélection ou lors d'évaluation de façon neutre et équitable, qu'il n'y a pas de biais qui s'insèrent. On a fait ça. Aussi, on a fait ce qu'on appelle l'analyse de contexte demandée par le Programme canadien des chaires de recherche, c'est-à-dire voir un peu la perception de l'EDI. Est-ce que les gens savent c'est quoi? Est-ce qu'ils trouvent que ça existe? Est-ce que les pratiques, les politiques EDI à l'université sont adéquates? Donc, on a sondé les profs. On a voulu savoir ce qui se passait au sein de leur département en matière d'EDI. Est-ce qu'ils considéraient qu'il y avait des pratiques mises en place? Est-ce qu'ils considéraient que les gens pouvaient s'exprimer? Est-ce que, notamment, politique de conciliation travail-famille, je ne cacherai pas qu'il y a un sexe ou un genre qui considère qu'il n'y a jamais de problème en matière de conciliation travail-famille, c'est le mien. Donc, on peut voir, avec des sondages comme ça, des enquêtes, on peut voir facilement là où il y a certaines difficultés. Ce qu'on fait présentement aussi, c'est intéressant, toujours dans l'analyse de contexte, on va au-delà des sondages, on a engagé une firme qui va interviewer les profs pour en savoir un peu plus au sujet de l'EDI. On parle peut-être, scoop pour mercredi matin, on parle peut-être de groupes de discussion impliquant les profs pour justement voir un peu, aller chercher de la matière. Pourquoi? Pour en venir à créer éventuellement un plan d'action EDI prof. On n'a pas encore ça. Il y a beaucoup d'universités qui en ont un. Nous, on a la chance et la malchance d'être petits, ce qui fait qu'on n'a pas cette obligation-là encore. On n'a que 4 chaires de recherche, une 5e qui est à l'horizon. Donc, ça nous laisse du temps pour implanter les pratiques sans nécessairement créer un document. C'est pas parce qu'il n'y a pas un plan d'action sur la table qu'on ne fait rien. Je dirais ça comme ça. Peut-être juste ajouter un point sur l'analyse de la convention collective. Oui. Nous, on a fait un travail là, syndical sur ce plan-là et on l'a ramené à la direction, mais de votre côté, au niveau du comité de négociation, la direction avait fait aussi le travail. Et là, présentement, on est en train de négocier ces conditions-là à l'intérieur de la convention collective. Et peut-être juste revenir sur le rôle que tu as dans les comités de sélection et dans les comités d'évaluation. On va l'enchasser dans la convention collective. Pas probablement, je ne peux pas parler trop de la négociation collective, mais on a cette idée de l'enchasser. On a quand même, Martin a pu faire présenter à plusieurs reprises là, dans les 2 comités de sélection et d'évaluation. Il a pu remarquer et relever les éléments qui posaient des problèmes. Et c'est là qu'on s'est dit, on n'a pas le choix. Il y a quand même une résistance, on le voit là. Donc, en l'enchassant dans la convention collective, ben, tu travailles aussi à abaisser ces résistances. Donc, excuse-moi. Non, c'est parfait. Il y a des universités qui ont mis dans leur convention collective de profs des formations obligatoires en EDI, mais ce n'est pas partout. Toujours une négociation là, sur ce qu'on veut y mettre ou non. Tout ça, on fait plein de choses justement depuis 2-3 ans. Tout ce que ça crée, ce sont des enjeux. On est dans un contexte de renouvellement de la convention collective des profs. Donc, l'enjeu, ben, nous, on n'est jamais en chicane, là, on négocie pas, là, mais c'est maintenir cette collaboration-là parce que dans les faits, je représente l'employeur, Anne-Renée représente la partie syndicale, puis c'est parfait comme ça. Mais c'est de continuer à faire de l'EDI, malgré que nos patrons sont peut-être en train, des fois, de s'arracher les cheveux là, à l'heure où on se parle. On ne sait pas. J'ai pas d'informations là-dessus. Un autre aspect, des fois, on peut agir même sur des choses peut-être moins importantes, qu'on considère peut-être moins importantes, donc, entre autres, sur un doctorat honoris causa. Ça, on a eu une grande discussion là-dessus parce que tout le monde voulait Gilles Vigneault, mais on ne pensait pas à se dire, ben voyons, on pourrait aussi représenter la diversité, là, les dits, même lors de la remise d'un doctorat honoris causa. C'est pour ça qu'on a remis finalement à la dame qui a instauré tout
les petites mains, qui a mis en place l'organisme communautaire Les Petites Mains. On lui a décerné finalement un doctorat honoris causa parce qu'on se disait, c'est pas juste rendre hommage à nos grands qu'on connaît déjà, mais aussi à nos femmes immigrantes qui font beaucoup pour la société. Donc, on en a profité là, pour remettre un doctorat honoris causa à cette représentante de la minorité visible. Donc, excuse-moi. Non, non, il n'y a aucun problème. Puis ce qu'on a fait aussi, ce sont des travaux là, que j'ai menés. On a procédé à l'examen des pratiques de recrutement à l'embauche, après l'embauche, avant l'embauche. On a identifié à peu près 70 questions. Regarder ce qu'on faisait, comment améliorer les choses, puis on va réfléchir à ça, on va regarder ce qu'on peut. Ça va nous aider à créer un plan d'action éventuellement, un plan d'action prof. Ce que je pourrais vous dire aussi, il y a un point qui est intéressant, le dernier. On travaille ensemble, on travaille conjointement, mais le niveau peut varier. Il y a des dossiers qui sont plus l'apanage du syndicat, il y en a comme l'examen des pratiques de recrutement qui sont dans ma cour. Donc, ça peut varier, puis c'est pas une question là, de tirer la couverture d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment en fonction des intérêts puis des priorités de chacun. On fait aussi ensemble une espèce de bulletin de veille, une veille technologique, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce qui s'est fait durant la semaine en EDI, les bons articles, tout ça, puis on se transmet l'information, puis ça se retrouve sur votre site, je crois. Oui, au SPPTU. Moi, je le transmets aux gens là, de mon côté, c'est-à-dire au service des ressources académiques, tout ça. Donc, s'assure que l'information circule. Donc, on regarde tout ça. Oui, l'excellence de la collaboration. Il y a un point qu'on m'a mentionné en plus haut lieu, puis c'est vraiment pas un message. Là. On dit qu'il faut faire attention à ne pas confondre la collaboration et la cogestion. Parce que nous, on est dans une perspective de collaboration. Puis dans un contexte de relation de travail, des fois, les membres de la direction vont dire, attention, là, nous sommes les gestionnaires de l'université, on ne fait pas de cogestion. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est que l'EDI doit demeurer un dossier institutionnel. Puis tant mieux, ils l'ont à cœur, mais il ne faut pas nuire à la collaboration non plus. Là. On travaille ensemble. Un enjeu aussi, c'est d'intégrer l'EDI dans encore plus de domaines. Depuis 2-3 ans, on a axé nos efforts sur ce qui touche le corps professoral. C'est pas parce que c'est les pires, loin de là, parce qu'on avait des obligations légales. Puis on part de là, puis on essaie que ça se répand dans l'organisation. Un jour, on va aller sonder la direction des ressources humaines, les autres corps de métier auxquels on pense moins. Là. Quelqu'un qui travaille, je veux dire, à la repographie, va peut-être pas de trucs là, pour faire une espèce de leadership là, inclusif. Donc, on va essayer d'aller plus loin. Là, éventuellement, il va y avoir un plan d'action universitaire à la TELUC. Un point évident, ça doit être dans vos organisations la même chose, on parle de l'enjeu de développer l'EDI dans un contexte de ressources limitées. Moi, la moitié de ma tâche, c'est EDI prof, l'autre moitié, c'est EDI général. C'est pas vrai que le mercredi midi, je dis, bon, j'ai fini de faire ça, je passe à l'autre mandat. C'est plus compliqué que ça va en fonction des urgences et tout ça. Il y a des universités comme l'UQAM, comme d'autres, qui ont plusieurs conseillers, conseillères. C'est parfait. Donc, il faut essayer de trouver des trucs dans un contexte de ressources. Il y a aussi le fait, vous en avez parlé tantôt, puis je constate ça, c'est pas marqué. Si vous me réinvitez, je vais le marquer dans les enjeux. La masse critique. Je regarde, je connais probablement mieux que moi les chiffres pour les profs. Moi, dans les comités d'évaluation et de sélection, pardon, on n'a pas trop de difficultés à engager des profs du Maghreb. Il y en a. Il y a une masse critique de candidats. Personne autochtone, personne en situation de handicap. Femme noire, personne, femme noire. Femme noire. On en a une pour chez les profs. D'ailleurs, je voulais qu'elle vienne aujourd'hui parce qu'elle est très impliquée. Mais on a une seule femme noire là, dans tous nos professeurs. On a quand même, on est 104 professeurs, il y a une seule femme noire et on est rendu à 4 hommes noirs. Là. On en avait 2, là, on a embauché 2 dernièrement. Donc, il y a un petit progrès, mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça aussi, quand on a sorti les statistiques, on voyait bien pour notre collègue, on se disait, oh mon Dieu, regarde, tout ce que tu as vécu dans ton passé. C'est ça aussi qui nous a amenés, nous, au syndicat, c'est l'expérience vécue de nos collègues en situation de minorité. Et là, on se disait, oh my gosh, OK, là, on comprend quand on les sort, les statistiques, là, quand on sort la littérature sur sont où les freins, et on travaille justement là-dessus. Donc, ouais. Puis pour certains groupes encore plus balisés comme ça peut être difficile d'inciter les autorités ou d'encourager les autorités à se préoccuper de ça, parce qu'eux vont penser à leurs obligations légales. Bien, les obligations légales, ce sont les 4 groupes au fédéral, les 5 groupes au provincial. Puis, quand on y va dans le fin détail, des fois, il peut y avoir des résistances.
Oui, pardon. Oui, 2 minutes, j'ai presque Bon. terminé. Parfait. Donc, il va y avoir un plan d'action EDI Prof. Une question qui était dans le libellé du colloque, quelle pratique à mettre en place pour me voir l'équité? Vous avez remarqué, probablement, je ne fais partie d'aucun groupe désigné. Ça peut être un désavantage pour certains, ça peut être un avantage. Le 20 minutes est terminé. Ça peut être un avantage puisque les gens que j'ai à convaincre, d'habitude, ne font pas partie des groupes désignés. Donc, si quelqu'un comme moi a à cœur le DI, il y a peut-être un fondement de vérité là-dedans. Donc, j'ai l'impression que ça peut m'aider dans ma profession de foi. Je vous dirais ça comme ça. Ça prend des structures formelles si on veut que ça fonctionne, c'est-à-dire un comité, 2 comités, de gens intéressés, des communications fréquentes. On a des rencontres fréquentes, des courriels, des comités, des actions régulières. Faut faire des choses qui paraissent, puis il faut le publiciser. Reconnaître l'importance et le rôle de chacun. Il y a un comité EDI institutionnel, c'est important parce que ça donne les orientations. Il y a un comité EDI prof qui est fondamental parce qu'une université sans prof, ça ne vit pas. Donc, une ouverture d'esprit et des rôles clairement définis, ainsi que l'appui de la direction. Merci beaucoup.